voilà, dernière partie donc, de cette émission. Je vous l'avais dit, je serai avec un juriste et nous parlerons du droit dans cette émission. Aujourd'hui, il est avec nous, Monsieur Aoudi. Nous allons marquer la petite pause et on revient. Alors, quelques soucis techniques. Monsieur Aoudi, bonjour. Bonjour. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Alors, je disais à nos téléspectateurs que nous parlerons du droit aujourd'hui, mais avant tout, nous allons parler de votre association-là, le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement. C'est quoi, dites-nous? Bien évidemment. Nous avons eu l'idée de créer ce centre depuis 2015, mais c'est devenu réalité, je crois, le 15 mars dernier. Et ce centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement a pour but essentiel d'œuvrer à la concrétisation du bien-être social de nos concitoyens. Et nous avons pour but, pour arriver à cela, nous avons pour but d'œuvrer à ce que les institutions de la République togolaise puissent fonctionner sur les principes démocratiques. Nous aimerions aussi lutter contre la violence sous toutes ses formes, contre la manipulation. Violence, c'est-à-dire, expliquez-nous. Quand nous parlons de la violence. Parce que nous savons avant tout que vous êtes un politologue également. Ne vous en faites pas. Et si vous voulez, permettez que je finisse avec les objectifs et nous allons revenir sur ça. Sur la violence sous toutes ses formes, sur lutter contre la manipulation de la conscience, lutter contre le racisme, le régionalisme, l'ethnicisme. Nous aimerions lutter contre tout ça. Maintenant, nous aimerions nous battre pour que dans notre Togo, il y ait la vraie démocratie et la bonne gouvernance. Nous aimerions aussi contribuer à prévenir et à participer au règlement des conflits électoraux. Vous savez ce que c'est dans notre pays. Pour que finalement, nous ayons une éthique politique dans notre pays. Nous aimerions aussi contribuer à la promotion et la défense de la sécurité maritime. Ce que les gens ignorent, quand on parle... Bizarrement, vous embrassez tout, hein? Oui, parce que tout ça, là, ça rentre dans la réalisation du bien-être social. Vous savez, le bien-être social, nous allons revenir sur ça. Le bien-être social, c'est un paramètre important pour apprécier le niveau de développement d'un pays. Bien sûr, nous parlerons du bien-être social, mais nous allons avec la toute première question. Oui. Par rapport à tout ce que vous embrassez, là, c'est pas trop pour vous? C'est pas trop. Parce que tout ce que nous disons là, ça s'imbrique. Quand nous parlons de la sécurité maritime, on en parle, mais nous avons trouvé que les gouvernants togolais communiquent moins sur les avantages de la sécurité maritime. Vous voyez, quand on parle... Il y a eu le sommet. Bien évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que nos concitoyens le savent? Nous pensons que non. Nous aimerions partager avec nos concitoyens ce que c'est que la sécurité maritime et les retombées que nous pouvons avoir avec la sécurité maritime. Parce que ce que nous ignorons souvent, quand on parle du territoire national, les gens se limitent seulement au territoire terrestre. Le territoire national englobe l'espace aérien et l'espace maritime. Donc, notre espace maritime regorge de beaucoup de richesses. C'est ce qu'on ne nous dit pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Nous devons savoir. Nous avons droit à ces informations. Parce que vous parliez tout à l'heure que nous allons parler des droits. C'est l'un des droits, droit à l'information sur la gestion de nos richesses. Voyez-vous? Donc, vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que la violence? Qu'est-ce que nous voulons dire par la violence? La violence, il y a plusieurs types de violence. Voyez-vous? Lesquelles, par exemple? Lorsque vous voulez réclamer vos droits et qu'on vous étouffe, c'est aussi une violence. Il n'y a pas que vu. Qui? Mais les gouvernants. Les gouvernants étouffent souvent. Quand nous avons vu les manifestations ici, vous avez vu, au cours des manifestations pacifiques, on tire à balles réelles sur les concitoyens. C'est l'une des violences que nous voulons combattre. Faire comprendre que nous sommes entre nous les citoyens, c'est normal que des gens contestent la façon de diriger leur pays. Et une fois que la manifestation a été interdite, est-ce que c'est encore en droit? Vous voyez, c'est en quoi je voulais en venir. Oui, dans un pays démocratique,
si vous êtes dans un pays normal, il y a deux principes qui se rencontrent souvent. Le principe d'assumer l'ordre public et le droit de manifester. Lorsque ces deux principes fondamentaux d'une république se rencontrent, il appartient au gouvernant de faire en sorte que ces deux principes soient respectés. Vous ne pouvez pas choisir un au détriment de l'autre. Voyez-vous? Donc, nous disons que c'est une violence aussi exercée, c'est une entorse au principe de la démocratie. Et la violence, il y a la violence mentale aussi. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un, ou bien vous travaillez chez un patron, et qui, parce que c'est votre patron, quand il veut vous parler, il vous parle jusqu'à toucher votre dignité, il est en train de faire une violence mentale sur vous. Vous savez, la dignité est la quintessence de l'homme. Lorsqu'on vous enlève ça, vous n'avez plus rien. C'est comme si vous êtes devenu un bambou qui n'est pas encore à maturité, mais on l'a coupé et on l'a jeté, il est devenu sec, il ne peut plus servir à rien. Lorsque vous n'avez plus de dignité, vous perdez les repères. C'est pour cela que notre Constitution a proclamé que les êtres humains sont nés en dignité et en droit. Nous avons une part égale en termes de dignité, quelle que soit ma situation, quelle que soit ma position dans le rang social, je n'ai pas le droit de toucher votre dignité. Parce que la personne humaine est inviolable. Justement, ceux-là qui sont à la maison ont envie de savoir ce que vous mettez dans dignité. Oui, c'est ce que je vous dis. La dignité, quand on parle de la dignité de la personne humaine, c'est ce que fait de vous un être humain. C'est la quintessence. C'est l'essence même de l'être humain. Voyez-vous? C'est pourquoi nous qui sommes parents, nous devons parler avec beaucoup de diligence à nos enfants, au fait de ne pas blesser dans l'enfant sa dignité. Parce qu'un enfant, déjà, lorsqu'il est né, il a déjà une dignité. Voyez-vous? Donc, je donne un exemple simple. Lorsque vous êtes un employé chez un employeur, parce que vous êtes venu en retard, l'employeur n'a pas le droit de vous parler jusqu'à rentrer dans votre vie privée afin de toucher votre dignité. Voyez-vous? Est-ce qu'il a au moins le droit de crier sur vous? En principe, un bon manager n'a pas le droit de crier sur son employé. Il y a d'autres moyens pour pouvoir le dire. C'est pour cela que notre centre même a cet objectif-là de formation pour les leaders, les entrepreneurs, même les leaders d'associations, afin de savoir quelle relation devrait exister entre... Puisque c'est lui qui vous paye à la fin du mois. Non, ça n'a rien à voir. Parce que sans vous, le boulot n'est pas là. Sans vous, le boulot n'est pas là. En principe, un bon manager, un bon entrepreneur devrait avoir une équipe. Et lorsque vous êtes une équipe, vous êtes des collaborateurs. Vous travaillez ensemble. Voyez-vous? Vous travaillez ensemble pour le bon fonctionnement de l'institution dont il est seulement le premier responsable. Puisque dans une entreprise donnée, c'est comme un État. Chacun a son domaine de prédilection, son domaine de compétences. C'est pour cela que nous mettons la dignité de l'homme au centre de toutes nos activités. Voyez-vous? Donc, ce centre est un centre de tous les Togolais. C'est pourquoi nous l'avons dénommé Centre des patriotes togolais pour la démocratie et pour le développement. Lorsqu'il y a la démocratie, le développement vient. Voyez-vous? Mais pour qu'il y ait le développement, il faut que les personnes ou bien les citoyens qui constituent un État aient une vie normale, une vie de qualité, d'où le bien-être social. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler du bien-être social. C'est quoi en réalité? Voyez-vous, le bien-être social est une notion assez complexe. Le bien-être social est l'ensemble des facteurs qui permettent à une personne d'avoir une vie aisée, d'avoir une vie de qualité. Ce sont des facteurs qui incident de façon positive sur sa vie. Et cela nécessite certaines choses. Donc, le bien-être social englobe certaines choses qui permettent à l'être humain d'avoir un accomplissement total. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je prends l'exemple d'un travail décent. Et quand nous parlons de travail décent,
ce n'est pas parce que vous travaillez qu'on va l'appeler un travail décent. Un travail décent qui vous procure des ressources économiques qui puissent vous aider à satisfaire les besoins sociaux basiques. Et quand nous parlons de besoins sociaux basiques, c'est par exemple se procurer une maison. Et quand je parle de maison, ce n'est pas un taudis, hein. Ce n'est pas une maison en banco, une maison décente. Lorsque vous finissez votre travail et que vous rentrez à la maison, vous dormez paisiblement, afin que demain vous vous réveillez en bonne santé. Et au boulot, vous allez donner le meilleur de vous-même. Voyez-vous, c'est le bien-être social permet à l'individu, au citoyen, d'avoir une bonne santé, d'avoir accès à la santé, d'avoir accès aux services de santé de qualité. Le bien-être social devrait permettre Heureusement que vous avez dit devrait permettre à l'individu d'avoir les temps de loisirs. Ça veut dire qu'après le travail acharné, vous devez vous donner le temps de loisirs. C'est ce qui vous fait un homme accompli. Dès lors que cela n'est pas le cas, ça voudrait dire que même les besoins basiques que l'homme devait avoir, se vêtir, manger à satiété et avoir un travail décent, ça voudrait dire que la société même elle est malade. Ça voudrait dire que la société est malade. C'est pour cela que nous voulons nous battre pour former les gens à ce que c'est que le bien-être social, à ce que des gens puissent se situer. Est-ce que finalement je suis un homme accompli? Je travaille, mais est-ce que j'arrive à avoir le temps de loisir? Non. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au seuil du bien-être social qui permet par ricochet le développement de notre pays. Donc nous voulons nous battre pour que finalement dans notre pays, le Togo, nous ayons ce bien-être social. Parce que vous allez constater que lorsque vous quittez la ville, dans la ville même, ça ne marche pas comme cela se doit. Mais si vous rentrez à l'intérieur du pays, vous allez voir des gens qui végètent. Je voudrais dire la pauvreté, mais au-delà de la pauvreté, ce que j'ai dénommé le misérabilisme à outrance. Les gens vivent dans le misérabilisme à outrance. C'est difficilement que des gens mangent une fois par jour. C'est difficilement que des gens puissent acheter du paracétamol. Des gens qui ne sont pas allés au contact de la réalité sociale dans laquelle, ou bien à laquelle nos concitoyens sont confrontés, croira que je suis en train de faire un abus de langage. Mais si vous allez à l'intérieur du pays, vous comprendrez que même les besoins les plus élémentaires ne sont pas encore satisfaits au Togo. Et nous voulons... Est-ce que vous avez les moyens pour que ces personnes-là sortent de cette situation? Nous voulons amener les gouvernants à comprendre que le pays là nous appartient à nous tous. Et celui qui est à Tchangadin, celui qui est à Djebotoji, par exemple, celui qui est à Kumakonda, il faut appeler Koussountou aussi. Celui qui est à Koussountou, celui qui est appelé, par exemple, celui qui est à Kara, a le même droit que nous qui sommes à Lomé. Ce n'est pas normal que dans un pays, pendant que nous arrivons à trouver de l'eau potable et que nous la gaspillons même, d'autres souffrent. Ils prennent de l'eau comme s'ils sont des cochons. Ce n'est pas normal. Nous voudrions, peut-être que nos dirigeants ne sont pas informés, nous allons être le pont entre nos concitoyens qui souffrent de ces problèmes-là et nos gouvernants pour attirer leur attention sur ce qui se passe dans le fin fond du Togo. Nous n'avons plus assez de temps. Nous avons parlé de droits et devoirs et autres là, mais dites-moi, celui-là qui me suit, quand vous êtes en conflit, je n'ai pas dit en conflit entre griffes, hein. Quand on dit en conflit, c'est entre griffes avec les forces de l'ordre, par exemple. Quels sont vos droits? Vous savez, vous posez une question pertinente et une question courageuse, surtout connaissant le pays dans lequel nous sommes. Voyez-vous, tout homme est né avec des droits inaliénables et imprescriptibles en lui. Et la finalité de toute communauté est la sauvegarde de ces droits-là. Et l'article 10 de notre Constitution dit que l'État a l'obligation de respecter ces droits-là, de les garantir. Voyez-vous? Et cela invoque l'inviolabilité de la personne humaine. C'est pour cela que lorsque vous êtes en face d'un agent de police qui vous arrête, que vous somme, pendant si je suis au volant et qu'un agent de police me demande de m'arrêter, en tant qu'un bon citoyen, j'ai le devoir de m'arrêter.
Mais quand je m'arrête, il doit me parler avec beaucoup de respect. Moi, je n'ai jamais aimé qu'un agent de police me tutoie. Parce que nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Nous n'avons pas fait le même bas. Nous ne sommes pas des amis. Nous sommes des concitoyens. Il est un treillis, hein? Non, c'est notre argent qui a acheté ce treillis. Donc, il y a en principe un respect mutuel qui doit exister entre un agent de police et son concitoyen. Parce qu'en réalité, il fait son boulot. Donc, lorsque je suis en face de lui, il m'interpelle, je m'arrête, je l'écoute. Mais il doit me parler avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect. Et je l'écoute. Maintenant, si je ne suis pas en contravention, il m'arrête, je vais lui dire, monsieur, je ne suis pas en contravention. C'est pour cela que le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement veut s'évertuer à former les Togolais à leurs droits. Lorsque un agent de police m'arrête, il a l'obligation de m'informer immédiatement des charges qui sont retenues contre moi. Voyez-vous? Aujourd'hui, avec le port du cache-nez rendu obligatoire dans notre pays, on vous arrête. Nous assistons à ça tous les jours entre les forces de l'ordre ou bien la force spéciale anti-Covid et les conducteurs de taxi et de taxi-moto. On vous arrête parce que quelqu'un n'a pas porté son cache-nez dans votre voiture. Non. Ça peut se passer? Oui, c'est pour cela que j'ai dit que peut-être que le gouvernement a manqué de beaucoup communiquer sur cette affaire. Il y a un décret. Et le décret est clair. On a dit, lorsque dans un véhicule, le véhicule a plus d'un passager. Ça, je répète les mots du décret. Lorsque dans le véhicule, il y a plus d'un passager. Ça veut dire que si je suis seul dans mon véhicule, je ferme les vitres, je ne suis pas en réalité obligé à porter le cache-nez. Mais dans les transports en commun, ils ne sont pas seuls. Oui, si vous n'êtes pas seul, vous êtes obligé de porter le cache-nez. C'est incontournable. Maintenant, si vous n'avez pas porté le cache-nez et qu'on vous interpelle, le policier qui vous interpelle... Prenons l'exemple par exemple. Moi, je suis conducteur. Oui. J'ai porté mon cache-nez et le passager n'a pas porté. En principe, le chauffeur se doit de rappeler cela à ses passagers. Que vous devez porter votre cache-nez. Il faut arriver à un moment que nous, les concitoyens, nous ayons le patriotisme en nous. Le patriotisme exige de vous de respecter les règlements et les lois de votre pays. On a dit, pour éviter que tu attrapes la maladie, ou bien pour éviter que tu contamines l'autre, il faut porter le cache-nez. De quel droit s'arroges-tu de ne pas porter le cache-nez? Donc, en principe, le chauffeur devrait informer son passager que vous devez porter le cache-nez. Et le patriotisme devait amener le chauffeur, s'il ne porte pas de cache-nez, de ne pas l'embarquer dans son véhicule. Maintenant, si en cours de chemin, le policier vous arrête, il devrait vous rappeler ce à quoi vous vous attendez. Il devrait vous rappeler l'infraction que vous venez de commettre. Et si vous rappelle ça, la sanction qui découle de la violation de cette infraction, il devrait vous le rappeler aussi. Il n'a nullement le droit. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Le policier n'a nullement le droit de porter la main sur vous. Parce que, voyez-vous, notre constitution, il y a une disposition de notre constitution qui dit que la personne humaine est... Est-ce qu'il a le droit au moins de vous prendre de l'argent? Pas du tout. Nous sommes en droit. Pas du tout. Nous avons juste envie de savoir. Non, pas du tout. Vous allez vous dire des choses qui se passent dans la rue. Et au point où nous-mêmes, nous sommes habitués à cela. Ça s'appelle de la corruption. Si vous voyez, l'un de nos objectifs, c'est la lutte contre la corruption dans notre pays. Bien sûr, on reviendra. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a nullement le droit. S'il ne peut pas porter la main sur vous, de quel droit s'arrive-t-il pour prendre de l'argent chez vous? Si vous demandez l'argent, vous allez dire pourquoi faire? Parce que le règlement n'a pas dit que c'est le policier. Même s'il y a des amendes, ce n'est pas le policier qui le prend. Quand le policier vous prend, il vous explique que vous ne comprenez pas, il vous conduit calmement au poste de police. Et la sanction qu'il faut, on vous l'infligera. Le policier n'a nullement le droit de porter la main sur vous. Maintenant, ce que nos concitoyens doivent savoir, lorsque vous avez été interpellé et que le policier porte la main sur vous, il est en train de violer le principe d'inviolabilité de la personne humaine que vous êtes. Ça, c'est un. Il est en train de violer un principe qu'on appelle la présomption d'innocence. Bon, si nous prenons le cas de cache-nez, c'est clair que vous n'avez pas porté. Maintenant, si on vous suspecte, on a dit il y a un cas de vol dans votre quartier, et le policier vous suspecte
ou bien l'officier de la justice de police vous suspecte, on envoie un policier vers vous. Il devrait vous expliquer pourquoi ils sont venus vous chercher. Voyez-vous? Donc, au nom de la présomption d'innocence, pour le moment, vous n'êtes pas encore coupable. Vous n'êtes qu'un inculpé. Vous n'êtes qu'un suspect. Vous n'êtes qu'un accusé. Donc, il doit vous conduire. C'est au moment où vous êtes condamné. Là encore, on n'a pas le droit de vous bastonner. Ce serait de la torture. Et lorsque vous portez la main sur un présumé coupable, vous aussi, vous êtes coupable. Ah bon? Ah oui! Peu importe, même vous pouvez être ministre. Peu importe celui que vous êtes, vous n'avez pas le droit de porter la main sur votre prochain. Parce que dans nos relations, nous devons cultiver la tolérance. Et ce que nos concitoyens doivent savoir sur ce point, lorsque vous avez été interpellé et que le policier se permet de porter la main sur vous, vous devez, même si vous êtes coupable, finalement, il s'est avéré que vous êtes coupable de ce qu'on vous reproche, après avoir épurgé votre peine, vous devez porter plainte. Est-ce qu'on a la raison pour ça? Bon, c'est des préjugés que nous avons. En principe, notre constitution dit que dans ce cas-là, lorsqu'on saisit l'autorité judiciaire, cette autorité judiciaire ou bien la juridiction en question doit régler l'affaire-là, je cherche le terme juridique, c'est-à-dire que doit se pencher, je ne suis pas un juriste, doit se pencher rapidement sur le cas pour rendre la justice. Et on doit indemniser la victime de cette violence exercée sur lui. Donc, je voudrais... Ça a déjà été fait dans notre pays. Non, c'est parce que peut-être nous ne le savons pas. C'est pour cela que nous avons créé ce centre, pour faire comprendre les droits et les devoirs que nos concitoyens ont à travers notre constitution. Et le devoir que nos compatriotes qui ont décidé de choisir l'un des métiers les plus nobles, l'un des métiers les plus difficiles au monde, de comprendre qu'ils ont certains devoirs envers leurs concitoyens qui sont en civil. C'est très important. C'est pour cela que moi, quand un policier m'arrête en cours de route, j'obéis, je l'écoute. Vous êtes juriste, oui, c'est pourquoi nous voulons aider nos concitoyens qui ne sont pas juristes. Si un jour on me donne la chance d'introduire une loi dans l'ordonnancement juridique, je ferai en sorte que le b.a.-ba du droit soit enseigné dans toutes les facultés, dans nos universités publiques. Nous allons prier fort pour à la prochaine. Voyez-vous? Et vous parlez de... peuple pour porter nos voix. Oui, nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin et nous osons croire que le grand Dieu et nos concitoyens nous aideront pour que finalement notre vœu puisse devenir réalité. Alors, votre mot de fin, c'est donc fini, hein? Ah, non, je voudrais dire à nos concitoyens qu'ils ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Et permettez que je place un mot sur le devoir. Notre constitution dit que un citoyen togolais a le devoir le plus sacré de respecter les lois de la République et les règlements. L'autre devoir sacré, c'est de protéger les biens publics que nous avons. C'est pour cela que ceux qui font des détournements de biens publics sont punis en réalité. Et un bon citoyen, un bon compatriote devrait dénoncer s'il constate un cas de détournement de deniers publics et le traduire devant la justice. Je crois que dans notre constitution, on doit insérer la possibilité de permettre à nos concitoyens de saisir la Cour constitutionnelle pour des cas de détournement public et de corruption. Merci à vous. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et le CPTT sera là, le CPTDD sera là pour vous accompagner dans votre émission si vous voulez bien. Merci à vous. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être en face d'un juriste qu'on nous explique ces questions-là, chers téléspectateurs. C'est donc fini pour Togo Monde Actu de ce dimanche. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir. Merci.